Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de notre journal, nous reviendrons tout d'abord sur la rencontre mondiale des familles à Philadelphie. Elle s'est terminée dimanche par une messe géante célébrée par le pape François. Et puis nous irons à la basilique Montmartre à Paris, qui accueillait ce week-end le Congrès Mission. Enfin, vous le savez, grosse mobilisation diplomatique autour de la Syrie. La semaine dernière, à l'ONU, le pape François s'exprimait sur ce sujet. Alors, comment les chrétiens d'Orient ont reçu ce message ? Ce sera notre chronique du monde. Dans notre dossier, nous parlerons de la proposition de loi sur la fin de vie. Elle sera examinée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale le 5 octobre. Et déjà, des voix s'élèvent, parmi elles celle de notre invité Henri de Sauce, secrétaire général d'Alliance Vita. Henri de Sauce, bonsoir. Bonsoir. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous allez manifester le 3 octobre. Le week-end dernier, le pape en a fait le sommet de son voyage apostolique, la 8e rencontre mondiale des familles. Et ce qu'on peut en retenir, c'est que le Saint-Père considère la famille comme le premier lieu d'apprentissage de l'amour. Le pape, qui a aussi invité les pasteurs à perdre du temps pour accompagner les familles, c'est donc par la célébration de la messe de clôture de la 8e rencontre mondiale des familles que le pape François a terminé son voyage. Ils étaient plus d'1 million de fidèles. Alors, quel nouvel élan pour les familles après ces rencontres ? On écoute des réactions recueillies par nos journalistes sur place. Australia, Latin America, certainly in Europe, the Americas, and I think that just the sheer volume of people all coming together for one purpose, to remember the importance of family, was definitely a powerful moment. What really touched me at the family congress is there are all different types of families. There was no perfect family, and if you're not the perfect family, they kick you out, and everyone coming with their story and wanting to talk about it. Realmente hacer vivo ese amor que Cristo nos da, hacerlo vivo como matrimonio, como familia, como padres. After I come home, I'd like to foster more love, real sincere love between us, especially my mother, and my brothers and sisters and my 2 sons. I'm gonna really bring that home to my family. Dans l'avion qui le ramenait de Philadelphie à Rome, lundi, le Saint-Père a donné une conférence de presse. À une semaine de l'ouverture des travaux du 2e synode sur la famille, le Saint-Père a rappelé, je cite, que le mariage est indissoluble et que l'Église ne peut le changer. Et je vous rappelle que toute la rédaction de KTO se mobilise pour vous faire vivre tous les jours le synode sur la famille qui commence le 5 octobre. La COP 21, vous commencez à en entendre parler, c'est la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre et les chrétiens se mobilisent. Le Conseil d'Église chrétienne en France a présenté cet après-midi des initiatives œcuméniques et écologiques avant la COP 21. De quoi s'agit-il ? On écoute Monseigneur Jean-Luc Brunin, responsable de la COP 21 pour l'épiscopat français, et le pasteur François Claveroli. Voilà, les églises chrétiennes en France sont mobilisées sur les questions environnementales et sur les questions climatiques depuis de nombreuses années déjà. Ça fait plus d'une quarantaine d'années qu'on y réfléchit. Mais à l'occasion de la COP 21, le CCF, le Conseil des églises chrétiennes en France, a décidé de donner un message à toutes les églises, à tous les chrétiens de ce pays et au-delà, à tous ceux qui entendent cette préoccupation. Et donc ce message du CCF interpelle chacun de nous sur la responsabilité citoyenne à l'égard de l'environnement, de la création et du climat. Il y a des décisions politiques à prendre et je crois que c'est important de pouvoir mobiliser les citoyens, et parmi les citoyens les catholiques, qui sont conscients des enjeux de cette lutte contre les effets du réchauffement climatique, de pouvoir faire pression sur les politiques en disant la COP 21, je crois que c'était une étape décisive. Jésus vous aime et ça change tout, les catholiques le savent et beaucoup veulent le partager. Mais comment ? C'est ce que proposait le Congrès Mission à Paris les 26 et 27 septembre. Il a eu lieu à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à l'appel des communautés Annunzio, Ain Carem, Alpha et la communauté de l'Emmanuel. 450 personnes ont participé à des ateliers pour mieux apprendre à annoncer l'Évangile. Concrètement, on regarde. Ce samedi après-midi, le Congrès Mission bat son plein.
Face à la basilique de Montmartre, ce café catho éphémère ne désemplit pas, tous les moyens sont bons pour évangéliser. Comme on a les reliques de Sainte Thérèse qui sont là, et on propose aux gens de venir prier devant les reliques de Sainte Thérèse. Sur les tables, touristes et missionnaires se côtoient, l'image d'Émilie et Gabriel qui participent au congrès Mission. Alors je suis venue sur invitation de notre curé, car avec plusieurs membres de la paroisse, nous voulons monter une mission évangélisation. On est dans un pays très déchristianisé, et ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui manque à tous ces gens et on a envie de le partager tout simplement. Plusieurs ateliers sont proposés aux 450 inscrits. Dans la crypte, les invités témoignent de leur expérience, comme ici la communauté des Béatitudes. On témoigne d'abord par la joie, par ce qu'on est, par la joie d'appartenir au Christ. D'avoir des événements où on se secoue les uns les autres, on se dit il y a une urgence d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. Et ça fait comme une espèce de piqûre de rappel qui font du bien, je pense, à toute l'Église. Dans la basilique, une mission permanente accueille et guide les visiteurs. Les fidèles du jour prient et louent avant de partir en mission toute la soirée. L'objet du congrès, c'est de se dire voilà, comment on va faire, comment on va aimer mieux en témoignant explicitement de Jésus-Christ. Voilà, c'est de trouver des clés, de trouver des moyens, de s'aider les uns les autres à être peut-être plus pertinent. L'amour qu'il a éternellement depuis le commencement. Il est 20h, au programme 3 heures d'évangélisation de rue sur un air de musique tzigane. La soirée ne fait que commencer. Et dimanche, les évêques de Lille, Arras et Cambrai ont promulgué les actes du synode provincial à la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille, un synode qui a duré 2 ans et demi et qui se veut missionnaire. Parmi les caps annoncés, la mission d'évangéliser et la communion avec une messe dominicale par paroisse, repérable par tous. On regarde des réactions de fidèles. Une grande joie de rencontrer beaucoup de chrétiens et de gens peut-être aussi moins chrétiens, qui se disent moins chrétiens, qui sont là. On se rencontre, on a un accueil favorable les uns avec les autres. C'est assez fabuleux de voir arriver tous ces chrétiens d'Arras, de Cambrai, de Lille, de faire unité pour parler de l'Église et puis voir comment elle peut s'ouvrir, se transformer. Cette célébration de la parole nous a beaucoup touchés. Les chants, on a senti une très très grande communion. Il y a un mot qui est ressorti, c'est donner un souffle. C'est un souffle de vie, c'est un souffle de foi et c'est un souffle qu'on va porter dans nos doyennés et dans nos missions. L'évangélisation, ça passe aussi par les moyens de communication. C'est ce qu'a fait l'Église francophone de Belgique en lançant son nouveau site internet dimanche 27 septembre. www.catobel.be, c'est la fusion de 3 anciens sites catholiques. On écoute le secrétaire de la conférence épiscopale belge sur ce projet. La conférence épiscopale est très heureuse de ce nouveau projet qui est vraiment nouveau, frais, rapide, intéressant, dynamique, où il y a beaucoup d'images. Et je crois que c'est par ce biais-là qu'on veut rencontrer beaucoup de gens, non seulement ceux qui viennent à la messe le dimanche, mais aussi tous les gens qui s'intéressent à la religion et au catholicisme. Prenons des nouvelles de la Centrafrique maintenant. Le pays connaît un nouvel accès de violence. Depuis samedi, on dénombre une 20aine de morts et une centaine de blessés. Tout a commencé vendredi. La dépouille d'un jeune chauffeur de taxi a été retrouvée à proximité d'une mosquée de Bangui. Des groupes armés ont ensuite lancé des opérations de représailles dans les zones chrétiennes de la ville. En Israël, maintenant, avec une bonne nouvelle, les 33 000 élèves des 47 écoles chrétiennes d'Israël, en grève depuis le 1er septembre, ont repris le chemin de l'école ce lundi après-midi, après un accord avec le ministère israélien de l'Éducation. Je vous le rappelle, ces écoles exigeaient une égalité de traitement avec les écoles juives. Les écoles chrétiennes disaient recevoir moins d'un tiers de crédit alloué aux autres écoles. Ces écoles qui sont, rappelons-le, essentielles, en particulier pour les élèves pauvres. À Marseille, maintenant, la Fondation Saint-Jean-de-Dieu a inauguré un nouveau centre d'accueil pour les sans-abri vendredi 25 septembre. 300 personnes étaient présentes. Parmi elles, des hébergés, des élus, des bénévoles et des frères de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Pour l'occasion, Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France, est venu pour célébrer une messe. Et nous terminons ce journal en Bretagne avec des images de ce magnifique vitrail. Il a été inauguré dimanche dans l'église morbihanaise de l'Île aux Moines. Sur le vitrail, l'Esprit Saint, représenté par une colombe, flotte sur les eaux. Une œuvre d'art de toute beauté, mais aussi une performance technique. 3,5 mètres carrés fixés au plafond de la nef.
Voilà, c'est la fin de notre journal. Sans plus attendre, retrouvons notre chronique Vue de Rome. Cette semaine, Philippine de Saint-Pierre a fait le bilan du voyage apostolique du pape. Que retenir de ces 9 jours de voyage du pape François à Cuba et aux États-Unis? D'abord le succès diplomatique que signait le parcours de ce voyage et le rôle joué par le pape dans le rapprochement entre les deux pays. Et puis succès populaire, s'il fallait ne retenir qu'une image, celle de ces 80 000 New-Yorkais massés dans Central Park pour applaudir la papamobile, restera dans les mémoires. Le pape est venu en pèlerin de la foi, de l'espérance et de la charité, pèlerin de la foi partagé avec ces églises locales auxquelles il est venu rendre hommage, auxquelles il est venu dire sa proximité, les invitant aussi à sortir de leur sacristie et à faire de chaque fidèle un disciple missionnaire, un pape paternel qui a su aussi parfois avoir des mots très durs, comme c'était le cas vis-à-vis de la responsabilité des clercs dans les crimes de pédophilie lorsqu'il s'est adressé aux évêques américains. Pèlerin de l'espérance, l'espérance pour Cuba de sortir de la misère sous réserve de lever l'embargo et d'acquérir plus de liberté pour les populations. L'espérance pour les États-Unis, s'ils restent fidèles à leurs valeurs fondatrices, s'ils demeurent un pays d'accueil et s'ils savent prendre le leadership d'un nouvel ordre économique mondial, d'un nouveau système. Et c'est ça l'espérance pour le monde. Le pape l'a martelé devant l'Assemblée des Nations Unies. Il est possible de changer de système pour lutter contre l'exclusion et sauvegarder la maison commune. Et puis bien sûr, François, pèlerin de la charité par ses multiples rencontres avec les plus faibles de la société, avec les enfants des écoles de Harlem, avec les prisonniers, les immigrants ou encore les sans-abri qui partout témoignent de l'amour miséricordieux du Père. À quelques jours de l'ouverture du synode sur la famille à Rome, le pape a redit son amour pour les familles et l'importance de la famille comme lieu d'apprentissage de l'amour humain, des familles qui doivent être protégées, défendues, accompagnées par la société et par l'Église. Alors que restera-t-il à long terme de ce voyage? Difficile à dire, mais une chose paraît certaine, désormais François est une autorité morale pour le monde entier. Le monde entier, ou presque, c'est peut-être pour cela que dans le vol retour, il a redit son désir d'aller en Chine. Merci Philippine, c'est l'heure de notre chronique du monde. Cela ne vous a pas échappé, la guerre en Syrie provoque ces derniers jours une forte mobilisation diplomatique. Le pape François s'est exprimé devant l'ONU jeudi dernier à ce sujet. Alors comment les chrétiens d'Orient ont reçu le message du Saint-Père? On écoute. Quelques jours avant l'arrivée du pape aux États-Unis, nous avons lancé un rapide sondage d'opinion. Qu'attendez-vous que le pape dise? Que voulez-vous qu'il dise? Nous avons reçu des réponses variées. Ceux qui vivent dans des pays où règne la stabilité et la sécurité ont demandé plus de justice et de liberté, alors que les déplacés, les réfugiés, ont demandé au Saint-Père de faire de son mieux pour un arrêt immédiat du versement quotidien de sang. Ils ont également incité le pape à dire un mot pour que les portes des pays de l'Ouest leur soient ouvertes. Il y a des consciences endormies. Le pape, lui, vient pour réveiller la conscience humaine, comme le lui a dit le président américain. A-t-il vraiment réveillé la conscience? Espérons. Mais les habitants du Moyen-Orient espèrent que le pape qui a jeté la bonne semence dans les âmes de ses auditeurs portera ses fruits et contribue à créer un monde où règne l'amour, l'entente, la justice et la paix. La paix pour ce monde que Dieu nous donne comme maison commune pour tous. Nous n'avons qu'à contribuer à faire croître cette semence pour qu'elle donne de bons fruits, et surtout pour qu'aucun crime ne soit commis au nom de Dieu ou au nom de la religion. Car la religion, comme a prié le pape, c'est la zone Ground Zero, est pour l'amour et l'entente, et jamais, non pas pour attiser la haine, la vengeance, la rancœur et la querelle. De la Jordanie, je conclus avec ce qu'a dit la famille jordanienne en tant que représentante de participants venus d'Asie lors de la veillée bien révélatrice des familles. Nous vous exhortons tous à nous engager, à nous entraider les uns les autres, à porter nos fardeaux. Ainsi, le fardeau de chacun de nous sera plus léger et la paix régnera. Merci Père Bader, c'est l'heure de notre dossier.
Lundi 5 octobre, la proposition de loi sur la fin de vie sera examinée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Le collectif Soulagés mais pas tués invite à manifester le samedi 3 octobre à 11h devant les préfectures des nouvelles régions de France. En faisant cela, le collectif veut attirer l'attention sur le risque d'euthanasie. Avec cette loi, le collectif Soulagés mais pas tués compte une dizaine d'associations, parmi elles Alliance Vita. Et c'est son secrétaire général que nous accueillons aujourd'hui, Henri de Sauce. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, la loi Claes-Leonetti entend autoriser la sédation profonde et continue pour les patients en fin de vie. Alors pourquoi, selon vous, c'est un pas de plus vers l'euthanasie ? Alors, c'est une loi, effectivement, qui nous paraît à la fois inutile et dangereuse. Mais il faut peut-être, pour bien resituer les enjeux, rappeler 2-3 choses. D'abord, il y a environ 550 000 décès par an. C'est-à-dire que tous, on est concernés. On a tous eu dans notre famille un parent, un proche qui a été confronté à des difficultés en fin de vie. Donc ça, c'est déjà une raison majeure pour s'intéresser au sujet. La deuxième remarque préalable, c'est de dire qu'on arrive finalement à la fin d'un processus législatif, après 3 années de rapports qui ont tous conclu à dire qu'il ne fallait pas d'euthanasie, pas de suicide assisté, etc. Et on arrive à quelque chose qui est flou, qui est ambigu et qui contient, pour nous, dans ce mouvement Soulagés mais pas tués, que je représente ici, qui contient des zones, des expressions floues et puis des situations dans lesquelles des malades en fin de vie ou des personnes fragiles, des personnes handicapées pourraient se trouver confrontées donc, à des fins de vie provoquées. Alors, pour illustrer cette préoccupation, je voudrais simplement vous citer, certains d'entre vous se souviennent peut-être du procès de Dr Bonnemaison, qui va reprendre à Angers dans quelques jours. Vous pouvez rappeler en quelques mots ? Oui, le Dr Bonnemaison, vous vous souvenez peut-être, c'est ce médecin de l'hôpital de Bayonne qui, en plein milieu du mois d'août 2011, a été arrêté et on l'a accusé d'avoir entre guillemets euthanasié ou empoisonné une dizaine de personnes. Finalement, il a été jugé à Pau l'année dernière pour 7 cas, dont 5 étaient avec des produits qui servent pour la sédation, c'est-à-dire pour endormir des gens normalement de façon réversible, limitée dans le temps. Et quelques jours à peine après la découverte de cet événement, dans notre service d'écoute SOS Fin de Vie, on a un service d'écoute par mail pour aider les gens qui sont confrontés justement à toute situation de problème de fin de vie. On a reçu ce témoignage qui pour moi est extrêmement frappant. Je voudrais simplement vous lire 2 phrases. Je suis suivi, donc c'était quelques jours après la découverte de l'affaire. Ouais. Je suis suivi pour un cancer à l'hôpital. Je suis très inquiet de la tournure que prennent les événements. Les médecins sont là pour nous soigner et certainement pas pour nous donner la mort. J'ai rencontré aujourd'hui une personne âgée qui refuse d'être hospitalisée de peur qu'on ne la fasse mourir à son insu. En résumé, je n'accorde plus ma confiance aux personnes hospitalières, surtout après ce que nous venons de voir à Bayonne, etc. Ça résume parfaitement le problème de la sédation, où il s'agit d'endormir quelqu'un, mais avec quelle intention et avec quelle méthode. Du coup, ce qu'on peut craindre, c'est un manque de confiance entre le médecin et son patient par rapport à cette sédation. Voilà, parce que ce projet de loi, ce texte finalement qui est assez court, une douzaine d'articles à l'origine, il se veut consensuel entre la droite et la gauche, mais en fait, comme à l'origine, il y a la promesse du président Hollande, cette fameuse promesse 21 pour mettre en place une assistance médicalisée, pour terminer sa vie dans sa dignité, entre guillemets, une expression tellement floue que tout le monde y met ce qu'il veut. Et bien finalement, dans ce texte, on retrouve des expressions très ambiguës, comme ne pas prolonger inutilement la vie, comme quand le pronostic vital est engagé à court terme. Mais c'est quoi le court terme ? Est-ce que c'est quelques jours, quelques semaines ? Maintien artificiel en vie, il ne faut pas maintenir quelqu'un artificiellement en vie, mais c'est quoi le maintien artificiel en vie ? Donc il y a tout ce problème d'ambiguïté qui n'est pas levé, malgré toute la discussion parlementaire. Et puis, il y a 3 cas identifiés de sédation. Et là, il faut peut-être rentrer dans le détail, mais selon les cas, justement, c'est tout à fait légitime, normal et bien de pouvoir soulager quelqu'un qui souffre en fin de vie et qui, vraiment, à quelques heures, quelques jours de sa mort, et il y a ce qu'on appelle des souffrances réfractaires. Donc ça, c'est le premier cas identifié dans la loi. Il n'y a pas de problème éthique. Par contre, il y en a 2 autres qui, pour nous, posent de vrais problèmes. Le second cas, donc c'est le cas de personnes qui se mettraient volontairement en fin de vie. C'est-à-dire que la personne n'est pas en fin de vie, mais parce qu'elle dit qu'elle veut arrêter ce traitement, finalement, elle risque de mourir à court terme. C'est par exemple le cas de quelqu'un qui vit avec ce qu'on appelle une gastrostomie, c'est-à-dire qu'il a été une opération, on le nourrit par une sonde dans l'estomac, il peut vivre depuis des années comme ça,
on va dire correctement, et puis d'un seul coup, il dit « Ah ben, je peux plus, je supporte plus, donc arrêtez-moi ce traitement, parce qu'on considère que c'est un traitement, endormez-moi, et c'est fini. » En quelques jours, donc quelqu'un qui n'est pas en fin de vie peut être amené finalement à une attitude de suicide assisté. Et ça nous paraît dangereux. Et ce qui va être possible avec la loi. Ce qui serait possible par une interprétation assez facile de cette loi. Et le troisième cas qui pose aussi problème, c'est là des personnes qui ne sont pas en fin de vie forcément, mais qui ne peuvent pas s'exprimer. Et là, le médecin pourrait considérer qu'il y a ce qu'on appelle obstination déraisonnable, c'est-à-dire acharnement thérapeutique, et donc il faut mettre fin. Et là, on a le cas, par exemple, de Vincent Lambert, qui est préoccupant, enfin, en dehors de la situation personnelle, qui est très, très compliquée, très douloureuse. Mais la situation de personnes qui ne peuvent pas s'exprimer et dont on déciderait du jour au lendemain que désormais, finalement, c'est un maintien artificiel en vie et qu'il faut mettre fin à cette vie, eh bien, ça pose de redoutables problèmes éthiques. Alors, vous parliez de Vincent Lambert. Justement, aujourd'hui, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne débute l'examen du recours du neveu de Vincent Lambert, le neveu qui a saisi la justice. Votre analyse, votre regard sur cette affaire ? Alors, c'est une situation très douloureuse. Je crois que les Français qui peuvent avoir suivi cette affaire ont des avis très, très partagés. Mais quand on a suivi d'un peu près, voir comment vit aujourd'hui Vincent, on est quand même dans le doute de se dire, est-ce que vraiment sa volonté profonde était de mettre fin à sa vie, alors que depuis des années, il vivait dans cette situation. D'un seul coup, un médecin dit « Ah non, finalement, il ne faut pas rester dans cette situation et il faut mettre fin à sa vie ». Il y a eu une erreur vraisemblablement médicale au démarrage de commencer un processus sans consulter les parents, ce qui a cristallisé les oppositions. Et depuis, on n'en finit pas d'avoir des procès. Il y a actuellement 3 ou 4 procédures encore judiciaires en cours. Celle du neveu de Vincent Lambert en est une parmi plusieurs. Et beaucoup quand même se demandent pourquoi on ne peut pas transférer Vincent dans une unité spécialement conçue pour faire vivre ces personnes avec un vrai projet de vie, ce qu'on appelle des personnes en situation post-relationnelle, et alors qu'il est actuellement plutôt dans un service de soins palliatifs et donc plutôt dans des gens spécialisés pour la fin de vie, alors qu'il n'est pas en fin de vie. Je vais revenir à la manifestation de samedi prochain. Il y a un autre point aussi qui est assez flou pour vous, c'est l'abandon programmé des soins palliatifs. C'est une inquiétude que vous avez, pourquoi ? Alors, au sein du mouvement Soulager mais pas tuer, depuis un an, oui, avec tous les mouvements concernés, on est vraiment, on va dire, scandalisé de ce qui se passe depuis 3 ans en France. Depuis que le président Hollande a été élu et s'est engagé en juillet 2012 devant toute la France, et il a promis, dans les mois qui suivaient, un grand plan de soins palliatifs qui aurait pris la succession de plusieurs plans précédents et qui avait permis d'améliorer la situation en France progressivement. On avait bien amélioré la situation dans les hôpitaux, dans les équipes mobiles de soins palliatifs. C'est assez compliqué, hein, l'organisation des soins palliatifs, mais globalement, ça se développait bien parce qu'il y a encore trop de situations où les gens meurent en n'étant pas très bien soulagés de leur souffrance. Voilà, entre guillemets, on nous mène en bateau depuis 3 ans. On nous disait dans quelques mois, la ministre de la Santé, Marcel Touraine, devant les députés au mois de mars, disait dans quelques semaines, le plan sera officialisé. Au mois de juin, devant les sénateurs, elle a dit la semaine prochaine, ça va sortir. On est fin septembre, il n'y a toujours rien. Et en fait, on utilise cette loi à fin de vie un peu comme un alibi pour finalement retarder le plus possible. Et ça, c'est pas juste, parce qu'il y a des personnes qui attendent, il y a des personnes fragiles, des personnes handicapées, des personnes en fin de vie, qui auraient besoin de ça. Il y a des choix politiques qui ne sont pas faits. Et là, donc samedi, on voudrait dire devant toutes les préfectures des grandes régions, maintenant, ça suffit. On veut vraiment que vous vous engagiez, assez de paroles, maintenant on veut des actes. Et en tant que mouvement Soulager mais pas tuer, on va vraiment faire pression et suivre région par région comment les choses vont se développer. C'est pas possible d'avoir comme ça une parole et pas les actes. Merci beaucoup Henri de Sauce d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. C'est la fin de votre magazine. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. Juste après, retrouvez Emmanuel Dancourt et son émission VIP, son invité Christophe Barbier. Très bonne soirée sur KTO.